Bienvenue à cette deuxième journée, les réserves sans réserve. On est ravis de vous accueillir à nouveau, également les nouveaux, je crois, aujourd'hui. Pour cette deuxième journée, ça va être les enjeux au quotidien. Et pour cette matinée, on va aborder le sujet des enjeux au quotidien. Nous allons commencer avec une première table ronde qui est consacrée à la conservation préventive et la vie des œuvres, avec comme modératrice Mathilde Fondanèche et régisseur des œuvres au musée du Louvre-Lens. Donc il y aura 5 intervenantes qui vont partager leur retour d'expérience. Et donc il s'agit de Sophie Petit, responsable adjointe des réserves mutualisées à Paris Musée. Nous avons également Gaëlle Gauthier, directrice des musées de Périgueux. Nous avons Caroline Biraud, chef de projet au musée Beauvoisine, Métropole Rouen-Normandie, et Ingrid Mabille, régisseuse des collections à la Métropole Rouen-Normandie. Et enfin, Magali Robert-Frété, responsable de la régie des collections permanentes au musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole. Donc elles vont explorer les thématiques suivantes avec Mathilde. Le bâtiment et son impact sur la conservation préventive, l'évaluation et l'adaptation de nos pratiques en conservation préventive dans le cadre de nos missions quotidiennes de régie, et la création des réserves externalisées, voire mutualisées, et leur étude dans le respect des principes éprouvés de la conservation préventive. Donc, comme hier, nous vous invitons à contribuer à ces échanges. N'hésitez pas à poser des questions juste après la table ronde. Et on espère que ce sera une matinée encore riche d'enseignements et d'inspiration. Et je laisse la parole à Mathilde Fondanèche. Bonjour à tous et puis merci d'être venus nous écouter. Aujourd'hui, nous, on va vous parler de conservation préventive et de réserve, 2 thèmes très vastes. Conservation préventive et réserve, ce sont 2 sujets intrinsèquement liés, d'autant que depuis les années 80-90, le rôle des réserves a quand même pas mal évolué. On est passé de réserves dans des greniers ou dans des sous-sols à des réserves parfois externalisées, voire mutualisées. Mais comme le disait Gaëlle Guichin hier, on a encore aussi beaucoup de réserves qui ne sont pas forcément aux normes et qui ont des problématiques de conservation préventive. Nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur plein de types de réserves différentes, puisque les intervenantes ici sont dans des réserves complètement différentes les unes des autres. Magali du musée Fabre a des réserves en interne et en externe. C'est pareil pour Rouen, avec en plus un projet de réserve externalisée, mutualisée, je ne sais pas trop, sorte de. Paris Musée a des réserves externalisées, mutualisées entre plusieurs musées de la ville de Paris et en même temps dans des locaux eux-mêmes mutualisés avec d'autres musées, le musée d'Orsay, l'ENSBA, etc. Et puis on a les musées de Périgueux qui ont des réserves et je crois un projet de réserve externalisée. On va pouvoir parler de tout ça. La conservation préventive, évidemment, c'est une gestion du quotidien, mais avant une gestion du quotidien, c'est aussi un bâtiment. Le bâtiment des réserves permet naturellement des avantages ou des inconvénients par rapport à la conservation préventive. Une inertie du bâtiment, par exemple, ça permet un climat plus stable. Donc ma première question, chères intervenantes, est la suivante. Quel est l'impact de vos bâtiments de réserve, internes comme externes, sur la facilité de mettre en place de la conservation préventive? Ingrid, est-ce que vous pouvez nous parler de Rouen? Bonjour à tous. Donc à Rouen, nous avons 2 types de réserves. Les réserves internes dont je vais vous parler et des réserves externalisées auxquelles je vais laisser le micro à Caroline qui est juste à côté de moi. Donc sur les réserves internes, nous avons, alors musée Beauvoisine, c'est un groupement de 2 musées. L'ex-musée des Antiquités qui appartenait à la département de Seine-Maritime et le musée Homme d'Histoire Naturelle de la ville de Rouen. Pour bien repréciser les choses. Donc ça veut dire qu'il y a 2 types de réserves. Au niveau du musée des Antiquités, il y a des petites réserves en interne, une réserve qui se trouve au sous-sol, aménagée, une réserve qui est dite réserve du cloître,
un petit espace qui permet d'avoir un certain nombre de petits meubles pour des rangements de petits objets, et une réserve métal avec un déshumidificateur qui fonctionne en quasi-permanence de façon à avoir une hygrométrie qu'on essaye d'avoir le plus proche de 30%. Voilà. En ce qui concerne le Muséum d'histoire naturelle, là c'est un peu plus compliqué parce que c'est un ancien amphithéâtre qui a été réhabilité en réserve. Donc nous avons pas loin de 6 mètres, c'est entre 6 et 8 mètres de plafond, dans mes souvenirs. Donc en fait c'est une réserve qui est sur 3 niveaux. Ce qui veut dire un chauffage qui arrive par le haut, donc qui chauffe le haut et pas le bas. Ça vous donne un petit peu une idée des problématiques. Donc on met des humidificateurs en haut et des déshumidificateurs en bas. Et on mélange au milieu. Nous avons aussi au niveau du muséum des réserves dans le muséum qui sont des placards en dessous des meubles, mais aussi ce qu'on appelle des coursives qui se trouvent au-dessus des vitrines. Et ça peut être vu par le public. Là aussi, c'est très haut de plafond, donc aussi des problèmes de conservation différenciés entre ce qui est en vitrine et ce qui est en haut. Caroline, est-ce que tu veux parler des réserves externalisées? Oui. Oui, donc bonjour, Caroline Biraud, chef de projet à Rouen. Donc on a aussi des réserves externalisées pour les musées Beauvoisine, comme on l'appelle, donc qui regroupent antiquité et histoire naturelle. Donc plusieurs réserves externalisées. Une ancienne, si on peut passer la diapo suivante, parce que là on est sur les réserves au musée. Sur 3 villes différentes, on a 5 réserves externalisées. On en avait une déjà depuis les années 90 à Elbeuf, qui est assez éloignée. C'est une demi-heure quand tout va bien en voiture. Et on a eu d'autres réserves à des villes qui a un quart d'heure en voiture, un peu mieux. Et une autre, j'ai confondu, c'était Petit-Quevilly, pardon, qui est ancienne, et à Elbeuf, voilà. Voilà, donc c'est un peu dispersé, on fait ce qu'on peut. Donc le contexte, c'est qu'on doit vider les musées Beauvoisine dans le cadre d'un grand projet de rénovation. Pour cela, on a demandé des locaux et on nous a donné des espaces, comme vous voyez ici, qui sont soit des hangars en bas à gauche, soit des anciennes plateformes qu'on servait à la fois de stockage et de bureaux. Alors en haut à gauche, vous avez Petit-Quevilly qui est un hangar qui est chauffé, il me semble, oui, qui est chauffé. Donc là, on se permet de mettre des collections moyennement fragiles. Donc c'est ça, pour répondre à ta question, Mathilde, avant même qu'il y ait une influence sur la conservation préventive, les locaux qu'on nous donne et comment on peut les aménager vont déterminer la collection qu'on va se permettre d'y mettre, tout simplement. Donc quand c'est chauffé, bien sécurisé, avec un climat à peu près stable, on se permet de mettre des éléments, bon certes en pierre, mais du calcaire un peu fragile, et en bois. Donc là, il y a vraiment, pour le contrôle des infestations, quelque chose de très présent. On y reviendra sûrement après. En revanche, à droite, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est sous shade, avec de la lumière zénitale. Il peut faire très chaud, très sec. Ce n'est pas chauffé. Donc là, on va mettre notre collection de paléontologie, principalement, et d'autres choses, mais je ne rentre pas dans le détail, qui est peu fragile, on espère. Et en bas, voilà, de nouveau, un hangar chauffé. Point de vue aussi, accès à jouer sur le choix de la collection, puisque à droite, on ne peut accéder que par un escalier à double volet. Voilà, et bon, alors donc sur la conservation préventive, on y revient après, les aménagements. On met des déshumidificateurs, humidificateurs, on essaye de faire poser des alarmes et des pièges à insectes, évidemment. Merci beaucoup. Et Magali, au musée Fabre, comment ça se passe et dans les réserves en interne et dans les réserves externes? Donc nous, en fait, déjà, donc on a des réserves internes. Je fais une petite présentation quand même. On a eu des grands travaux de 2004 à 2007 sur tout le bâtiment. Du coup, l'ensemble des collections ont été retirées pour les travaux, ont été mises dans des réserves dites temporaires. Nous connaissons tous le principe des réserves temporaires. Puisque quand on a rouvert le bâtiment, bon, j'y étais pas, mais en 2007, du coup, évidemment, il n'y avait pas suffisamment de place dans le bâtiment et dans les réserves prévues. Du coup, tout ce qui était peu fragile est resté dans nos réserves externes.
Donc les réserves internes, on a, comme vous voyez en haut à gauche, 3 réserves peinture de ce type. En haut à droite, vous voyez notre petite réserve sculpture qui fait 80 mètres carrés, donc on ne met pas grand-chose à l'intérieur. Et on a également, donc ça, tout ça c'est sur site, on a également un cabinet d'art graphique qui contient la totalité de nos dessins, gravures, estampes, etc. Le bâtiment principal est, j'ai envie de dire, magique par rapport à beaucoup de lieux. Il y a 25 CTA en tout, ça fait beaucoup, puisqu'on en a parlé hier. Mais certaines ont des humidificateurs, d'autres non. C'est vraiment bien réglé. Sur le bâtiment principal, ouvert au public et au personnel, il n'y a pas de problème. Si ce n'est, ben voilà, notre zone de transit, là vous voyez, zone de transit, zone de déballage, qui devrait être vide. Alors en haut, c'est une photo de notre S10 qui fait une prise de vue numérique de l'ensemble du bâtiment pour le PSBC numérique. Donc c'est magique parce que c'est un petit peu, on a l'impression que c'est très grand. En fait, non, on rentre plus grand-chose là-dedans. Puisque vous voyez les toiles au fond, elles font 4 mètres par 4 mètres, la plus grande là. Donc on a vraiment un vrai souci de place. La pièce qui est en haut, la zone de transit où on ne devrait pas stocker quoi que ce soit sauf des caisses en attendant, se retrouve juste, elle donne dans la cour du PC, donc la porte s'ouvre très souvent. Du coup, c'est la CTA qui force le plus. Donc on essaie d'éviter d'y laisser des choses, mais il y a des éléments qui ne passent pas dans les autres salles de réserve. On a des difficultés d'accès aussi dans nos réserves. Et les réserves extérieures, le bâtiment... Oui, si. Nos réserves extérieures sont en gros à 5 km. J'ai pas... J'essaye. Ah, ouais. C'est en haut à droite. Donc en haut à gauche, vous avez une autre vue de la réserve sculpture quand nous sommes en période d'expo, où donc on vide des salles et du coup il faut stocker les socles, mais ça c'est un autre sujet, on en reparlera. Et donc, en haut à droite, vous voyez notre réserve externe, et en bas à droite également, où on essaie de trouver des solutions pour ranger tout l'accroissement de collection qui n'a pas été prévu, puisque on avait calculé 10 ans d'accroissement des collections, donc 2007-2017. Donc nous sommes en 2024, sachant qu'en 8 ans, c'était déjà dépassé. Donc on a un gros souci de place. Les réserves externes ne sont pas du tout... Enfin, c'est un gros bâtiment industriel. Donc le seul avantage pour la conservation préventive, c'est que ça met très longtemps à monter en température et ça met très longtemps à baisser en température. Mais ça monte et ça baisse et il n'y a pas d'hygrométrie stable. Mais si, un des avantages, c'est que c'est au premier étage, donc c'est très difficile d'accès, mais du coup, ça ne fait pas partie des zones inondées, puisque ça peut monter jusqu'à 2 mètres dans le coin. On aime bien l'eau à Montpellier, donc en général, en septembre-octobre, on a des petites poussées de montée des eaux. Et là, du coup, on n'est jamais touché. Donc ça, c'est assez étonnant, mais voilà, ça fait partie des plaisirs de la région. Voilà. Et Sophie, à Paris Musée, vous avez mutualisé plusieurs musées de la ville de Paris, et en plus, vous êtes donc dans plusieurs locaux différents, mais notamment dans des locaux d'un transporteur qui lui-même, dans le bâtiment, loue des locaux à d'autres musées. Comment est-ce qu'on fait dans un bâtiment loué comme ça, réhabilité, pour faire de la conservation préventive? Comment est-ce que le bâtiment lui-même intègre ces éléments de conservation? Alors, il faut savoir qu'aux réserves mutualisées Paris Musée, on a 4 sites de réserve, dont le premier est à Saint-Denis, donc pour ne pas les citer chez Chenu. Donc, on a la chance, pour ce bâtiment, pour ces réserves-là, d'avoir un bâtiment qui est dédié à la conservation des œuvres. Alors que ce soit pour nous ou que ce soit pour les autres institutions privées ou publiques avec qui on partage les espaces communs de circulation. On a 20 degrés toute l'année, on a une température de 20 degrés, et en humidité, on est à 50%. Et ça, c'est géré par Chenu. Donc c'est eux qui font toute cette maintenance du bâtiment-là.
Nous, après, à l'intérieur de la réserve, on est complètement autonome sur ce qu'on met en place en termes de conservation préventive. Et on a aussi, par contre, 2 autres sites de réserve qui sont aussi chez Chenu, mais au boulevard Ney. On a 2 autres réserves, donc une sur laquelle on est complètement autonome et une autre où on loue des cellules, donc ce n'est pas du tout la même logistique pour gérer ça. Là, par contre, les salles ne sont pas du tout climatisées. Là, on est vraiment, on fait confiance à l'inertie du bâtiment et on est plutôt sur une constante de 21, 22 degrés pour la température. Et on a un 4e site de réserve qui est une réserve dormante qui se trouve à Villeron, près de Roissy. Donc c'est déjà beaucoup plus compliqué d'accès, il n'y a personne sur site en permanence. Et là, on a mis les choses qui craignent vraiment le moins, c'est-à-dire par exemple tout le lapidaire. Il y a énormément de lapidaires du musée Carnavalet qui se trouvent là-bas. Mais il y a quelques œuvres, puisque comme nos réserves sont saturées, on a commencé à essayer de gratter un petit peu de place un petit peu partout, et on a voulu mettre des choses un petit peu à Villeron. Donc sur cette réserve-là, c'est beaucoup plus problématique, parce que le suivi de la conservation préventive, on est clairement sur un bâtiment, c'est juste de la brique et de la tôle. Hein. C'est vraiment ça, il n'y a pas du tout d'isolation, de choses comme ça. Donc il fait très très chaud en été, et très très froid en hiver. Donc voilà, donc ça on est un peu en train aussi de revoir un peu tout ça, de remettre des choses en place. Et pour ce qui est le site de Saint-Denis, donc c'est celui sur lequel on a vraiment le plus de choses en place, c'est notre site de travail en permanence, hein, c'est là où est l'équipe. Donc on a cette climatisation qui est en place par Chenu. On a aussi la CTA, on en a 8 qui parcourent toutes les réserves, donc sous forme de gaines textiles. Donc ça nous permet aussi de renouveler l'air, de limiter la poussière. Il y en a quand même un petit peu. Voilà, et on a pu mettre en place 4 salles climatiques à l'intérieur de nos réserves. Donc ça, c'est vraiment une volonté de Paris Musée. Ça avait été mis en place à l'arrivée d'Emmanuel Bas, certains peut-être d'entre vous la connaissent. Voilà, on peut, pour chaque collection, donc il y en a une dédiée à la photo, une au métal, une au bois et une pour les arts graphiques. Donc chaque salle, on peut contrôler son climat et son humidité relative, donc grâce à un tableau de bord. Et puis voilà, ça nous permet quand même d'avoir des conditions optimum en fait pour conserver ces œuvres-là. Et Gaëlle, à Périgueux, est-ce que le bâtiment ou les bâtiments, je ne sais pas trop, influent sur la conservation préventive, sans même que les équipes aient à travailler dessus ? Alors du coup, c'est juste pour vous présenter un petit peu. Malheureusement, je n'ai pas de photographie à vous montrer, mais je vous invite à aller d'abord visiter Épernay, dont Adeline vous a parlé hier, puisque c'est à 1h15 de Paris, que je suis sûre que vous ne connaissez pas. Et ensuite, à venir voir les musées de Périgueux. Donc, je suis à la direction des musées de Périgueux depuis 3 mois et demi. Mais j'ai été recrutée pour mettre en place la même procédure que ce que j'ai fait à Épernay de 2013 à 2019, à savoir des bâtiments qui ont la même configuration actuelle. Pour parler d'Épernay en premier, en 2013, avant qu'on construise les réserves externalisées qu'Adeline vous a montrées hier, les collections des 4 musées historiques d'Épernay, donc archéologie, Champagne, beaux-arts et collectionneurs et aussi une partie géologie, étaient conservées dans un bâtiment classé monument historique de 4200 mètres carrés, conçu sans réserve, avec des réserves qui étaient dans les placards des vitrines, comme vous l'avez signalé ailleurs, comme c'est très souvent le cas, et dans un bâtiment où avait été installée aussi la bibliothèque. Donc à la fermeture de la bibliothèque, qui, comme à Périgueux, a déménagé pour un local flambant neuf bien avant le musée, le musée s'est étalé pour faire son récolement dans les espaces de la bibliothèque, qui, bien évidemment, en termes de hauteur sous plafond et de largeur et profondeur d'étagères, ne sont pas du tout adaptés aux collections du musée. Et pour les conditions de conservation préventive, bien évidemment, à Épernay, puisque c'était un monument historique dans lequel le musée s'est installé dans les années 50, ou à Périgueux, puisque c'est un bâtiment construit à la fin du 19e siècle, musée du Périgord,
par la ville pour y installer le musée du Périgord, un musée encyclopédique qui regroupe encore une fois tout type de collection. Dans les deux cas, aucune réserve n'avait été conçue, bien évidemment, ni dans les années 50, ni à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, on a aussi un deuxième musée qui avait pu être construit à Périgueux, le musée site gallo-romain Vezuna, qui lui aussi met en valeur un site archéologique et a été conçu sans réserve, donc avec un dépôt archéologique externalisé. Dans tous les cas, en dehors du fait qu'on n'ait pas de réserve conçue pour être des réserves, rien n'est adapté. On a, surtout au musée du Périgord, un problème de circulation, de marche, de largeur de porte. On a des collections qui sont, comme je vous l'ai dit, déployées partout là où c'est possible, et notamment dans les caves qui ont bien évidemment un taux d'hygrométrie important. Dans les deux cas, pour Périgueux, j'en parle alors qu'on n'a même pas eu le temps de faire une réunion de chantier des collections avec ma collègue qui est dans la salle. Mais dans tous les cas, l'idée est, puisque Périgueux a déjà acheté un bâtiment industriel à l'extérieur de la ville à 3 km, alors qu'à Épernay, on avait fait plusieurs comités de pilotage pour définir ça, dans tous les cas, l'idée est d'externaliser totalement les réserves. Donc, pour Périgueux, ce sera mutualisé avec les deux musées et les archives municipales. Pour Épernay, c'était, comme vous l'a présenté Adeline, l'externalisation de la totalité des réserves du musée, sans réserve de proximité, si ce n'est un petit espace tampon pour gérer les expositions temporaires. Et du coup, avec un chantier des collections, dans tous les cas, l'idée est de vider le bâtiment actuel pour mettre en œuvre des travaux d'envergure. Et dans tous les cas, tout ça ne se fait que si les élus veulent rénover le musée, bien évidemment. Ils ne mettront absolument pas, comme à Épernay, 3 millions dans les réserves ou 4 à 6 millions pour Périgueux, dans des réserves, s'ils n'ont pas pour objectif de rouvrir le musée derrière. Donc tout ça est bien évidemment lié. Donc pour l'instant, on sauve les meubles. Enfin, je parle de Périgueux, pour Épernay, c'est réglé. Mais on espère que ça ira beaucoup mieux. Et en parlant justement des difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, quelle gestion de la conservation préventive est possible à Périgueux actuellement alors que les réserves externalisées n'existent pas encore ? Alors, ma collègue pourrait mieux en parler que moi dans la salle. Je dirais que par rapport à mes collègues, on est aussi dans des musées territoriaux avec des petites équipes. À Épernay, quand je suis arrivée, on était 2. Donc, le musée était fermé depuis 20 ans. Mais moi et la personne en charge du récollement. Malheureusement, on bricole. Après, on peut faire plein de choses avec pas beaucoup d'argent. Essentiel d'avoir des idées, mais ça, vous le savez tous. Bien sûr. À Rouen, Ingrid, comment est-ce que vous faites pour mettre en place de la gestion de conservation préventive au quotidien dans les réserves internes au musée ? Alors, nous, on a une belle équipe de régisseurs. Nous sommes 7. Voilà. Et nous avons aussi une équipe de gardiens au niveau des musées qui est très active et qui nous suit en ce qui concerne les actions de conservation préventive. Nous avons déjà un historique du bâtiment en ce qui concerne son comportement en hygrométrie et température depuis 2007-2008. Voilà, avec des capteurs d'abord filaires et maintenant des capteurs radio qui nous permettent d'avoir des graphiques, comme vous avez au milieu, de température et d'hygrométrie. Ça, c'est vraiment un élément essentiel dans la gestion et qui nous permet de régler plus finement les humidificateurs et déshumidificateurs en fonction des espaces. Ça, c'est la première chose. Donc, nous avons vraiment maintenant un historique qui est vraiment très important et qui nous permet de savoir comment le bâtiment réagit aux modifications de la météo extérieure. En Normandie, il ne pleut pas tout le temps, mais un petit peu quand même. Donc, quand il pleut un peu trop, c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut un peu s'affoler. Il y a aussi, avec ce système, des alertes qui sont envoyées sur les ordinateurs des régisseurs à partir du moment où on excède une certaine hygrométrie, de façon à pouvoir être réactif.
Les humidificateurs et déshumidificateurs sont gérés tous les jours, aussi bien donc conjointement par les équipes de régisseurs, mais aussi par les agents de salle. En fait, les agents de salle vident eux-mêmes les humidificateurs, les remplissent et peuvent en parler de ce fait aux visiteurs. À quoi sert et c'est quoi ce gros appareil à côté de l'éléphant qui m'empêche de le voir? Il le protège en l'humidifiant un petit peu, en évitant que sa peau craque de trop. Voilà. C'est vraiment basique, mais c'est vraiment très très efficace. Nous avons aussi des désinsectiseurs un peu partout. Nous prenons en photo les plaques, comme là-haut. Toutes les plaques, pareil, sont prises en photo. On les change 2 fois l'année. Donc 2 fois l'année, les plaques sont prises en photo. Voilà. Nous avons aussi une belle collection d'insectes, de ce fait bien collés. Donc oui. Nous avons aussi, comme je vous expliquais tout à l'heure, compte tenu du bâtiment, à certains espaces des humidificateurs, à l'autre des déshumidificateurs, à d'autres endroits les deux, qui alternent en fonction des besoins. Voilà. Dernièrement, nous avons eu, étant donné que nous avons plein chantier des collections, car nous devons nous aussi déménager assez rapidement, c'est-à-dire dans 1 an, et que de ce fait, il y a beaucoup de monde qui est dans les réserves et dans les... Voilà, nous avons quelques attaques de mythes en ce moment. Donc nous avons un magnifique congélateur qui nous permet d'éradiquer ça le plus rapidement possible. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais par contre, Caroline, peut-être pour que vous les pouvez extérieurs. parler des réserves externes. Alors, pour les réserves externes, évidemment, la grande différence, c'est qu'on n'est pas sur place, pas forcément tout près. On y va seulement quand il y a des transferts, quasiment. Donc, il y a une ronde mensuelle qui est faite, vous voyez Thierry Trédan en haut, qui vient relever tous les capteurs de climat pour vérifier que tout va bien. Certains espaces ont des déshumidificateurs ou humidificateurs. Et on a également des pièges lumineux, comme vous voyez à gauche, la lumière verte. Donc là, on intervient s'il y a une suspicion d'infestation. Pour le climat, on fait ce qu'on peut par rapport à ça. Et on intervient beaucoup sur la sûreté. Ça, c'est avec la direction bâtiment. Ça, c'est un combat de tous les jours. Parce qu'il peut y avoir... Voilà. C'est des espaces où on n'est pas les seuls, quoi. Et en termes d'empoussièrement ou autre, il y a des choses qui sont faites ou naturellement Alors, la plupart des collections sont en bac, et quand elles ne sont pas, là, comme à gauche, il y a des campagnes de dépoussiérage. Mais comme il y a peu de monde, je dirais que ça s'empoussière moins que dans un musée, quoi. Et à Montpellier, que ce soit en interne ou dans les réserves externes, comment est-ce que ça se passe au niveau de la gestion quotidienne? Pour le bâtiment principal, on a un suivi par une société qui est sur place, qui gère tout ce qui est CTA, sécurité en général, la SSI aussi au cas où s'il y avait des soucis. Donc ça, sur le bâtiment principal, on a les dératiseurs qui passent, donc on les voit régulièrement faire un petit tour dans les réserves. Ça réveille toujours. On a Ratatouille qui est dans la pièce de vie, la salle de vie qu'on partage tous, dans le petit jardinet, qui montre sa tête de temps en temps, mais elle ne passe pas du côté des réserves, étonnamment, donc ça va. On n'a pas de pièges lumineux, ça fait partie des choses dans lesquelles j'aimerais investir, mais voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est déjà. Et par contre, à l'extérieur, là, dans nos réserves externes, c'est vraiment un cauchemar. En fait, on n'a aucun suivi possible. Je suis en train d'étudier la possibilité d'avoir un suivi hygrométrique à distance, maintenant que c'est tout à fait accessible, ce qui était quand même plus difficile il y a quelques années encore. On a des infestations qui se sont autorégulées dans nos réserves externes. J'avais fait venir un spécialiste qui avait trouvé un type de petite guêpe qui prouvait qu'elles étaient intervenues pour détruire des petits insectes spécifiques qui étaient apparus dans les collections, donc c'est fabuleux. Et donc elles étaient mortes, c'était fini, le cycle était fini. Et on n'a pas d'attaque dans les réserves externes. C'est assez incroyable en fait. Normalement, je ne comprends pas. Vu le peu de passages, les conditions climatiques qui, sont pas terribles, mais qui sont pas idéales. Oui, par contre, donc moi, ce que j'ai mis en place dans les réserves internes du musée,
C'est pour le plan de sauvegarde. Du coup, on a décidé d'une grille. Donc, comme on a 3 réserves peinture les unes au-dessus des autres, il fallait que les pompiers sachent où intervenir relativement facilement. Donc, du coup, on a une grille avec le logo réfléchissant bouclier bleu. Bon, il faut que j'investisse dans les plus gros. Là, pour l'instant, voilà, ils peuvent les voir parce que je les ai bien briefés, mais voilà, avec la version un peu plus grande, ce sera plus simple. Et donc, ils savent que c'est la grille sur laquelle on met les œuvres en instance de départ ou de restauration, mais qui nécessitent d'être évacuées en cas d'incendie dans la partie annexe du bâtiment. Voilà. Et Sophie, à Paris Musée, effectivement, sachant que vous avez en plus 4 lieux de réserve différents et que vous n'êtes que 2, enfin vous êtes une équipe de 4, mais vous êtes 2 à gérer la conservation préventive au quotidien, comment est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous mettez en place? On court, on court tout le temps. En fait, il y a plusieurs choses. On fait énormément de gestion bâtiment sur le site de Saint-Denis, que ce soit pour la... Alors, on a la chance, donc comme on est chez Chenu, on est sur un site qui est sécurisé. Donc, les réserves, voilà, il faut badger. Si vous voulez accéder à notre niveau, au 3e étage, il faut que vous badgiez 5 fois. Donc, en bas, les ascenseurs, etc., devant les réserves. Donc c'est un peu, voilà, mais c'est très bien, hein, c'est la procédure et on est très content. Il y a quelqu'un qui est tout le temps en permanence aussi sur site chez Chenu, donc voilà, on n'a pas ce problème-là. C'est pareil pour les 2 réserves qui sont au 3 et au 5 Ney. En revanche, à Villeron, on est sur autre chose, c'est un autre bailleur en plus. Donc on est sur une autre gestion bâtiment, un autre bail, d'autres conditions. Donc il y a déjà c'est d'autres sollicitations qu'on va recevoir par mail, d'autres demandes. Donc voilà, ça se complique un petit peu. En fait, on est sur l'équipe de 4 que l'on est. Il y a le responsable des réserves, moi en tant que responsable adjointe, et on a 2 adjoints techniques qui, eux, par exemple, ne font pas les entrées et les sorties des œuvres. Ils ne sont pas habilités à signer les bons de sortie avec les transporteurs. Les musées sont responsables de leur collection. Nous, notre rôle aux réserves, c'est de leur mettre les œuvres à disposition et de s'occuper de la bonne conservation des œuvres, de les alerter si jamais il y a un souci, etc. Voilà, notre travail, ça va être aussi de coordonner tous les prestataires qu'on va avoir. On a énormément de prestataires techniques qui vont venir parce qu'il y a quelqu'un qui va venir voir les RIA, il y a quelqu'un d'autre qui va venir faire les extincteurs. Hier, on a eu un test pour l'évacuation incendie. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et ça, c'est nous qui nous en occupons, alors que normalement, on devrait faire ça un peu plus avec la direction des services techniques de Paris Musée. Mais comme ils ne sont pas sur site, du coup, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup d'intermédiaires et du coup, c'est plus simple qu'on gère en direct avec eux. Et en revanche, sur les 2 autres sites, Chenu prend plus de choses à sa charge. Et ça nous soulage un petit peu, mais il y a quand même des choses aussi à faire. Voilà, aujourd'hui, il y avait, ce matin, il y avait un exercice d'évacuation incendie aussi sur le site du 3 Ney. On court un petit peu, les journées sont très chargées. Il y a parfois dans l'année 2 semaines de temps calme, et on est content. Mais ouais, c'est très compliqué, quoi. Voilà, on essaye d'agrandir l'équipe. Hein. Chaque année, on demande, etc. Parce qu'il faudrait, mais c'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà. Et je me demandais, les différents musées de Paris Musée qui ont leurs réserves chez vous, vous laissent complètement la main mise pour que vous fassiez ce que vous voulez en termes de conservation préventive, ou au contraire, eux-mêmes viennent faire des checks? Comment ça s'organise? Il y a une véritable liberté qui vous est laissée, ou alors moite-moite? Oui, en fait, ça a été... Alors, à la création de Paris Musée, en 2009, les réserves existent depuis 2009. Alors moi, j'étais pas là à l'époque, hein, mais je sais que ça a été très difficile pour les musées déjà de se séparer de leur collection, parce que on n'est plus dans les œuvres ne sont plus à côté du dossier d'œuvre, de la documentation. Il faut passer le périph', voilà, donc ça devient un peu plus compliqué. Maintenant, c'est complètement acté, mais voilà. C'est un peu partout pareil, les gens n'aiment pas trop qu'on change leurs habitudes, on avait l'impression un peu de leur retirer les œuvres des mains, sauf que notre argument premier, ça a été, mais
les réserves qu'on est en train de mettre en place, elles ont les conditions optimum. C'est-à-dire qu'elles sont surveillées en permanence. Vous avez une température, une hygrométrie qui est constante. Il y a quelqu'un sur place pour les surveiller s'il y a jamais... Donc nous, l'équipe. Et notre rôle, ça va être d'alerter les conservateurs, les régisseurs, dès qu'il y a un souci. Là, on a fait une campagne de prise de vue récemment. On a sorti un petit pot à huile qui avait déjà dégorgé. Et là, il était vraiment, le papier de soie avait complètement collé sur l'objet. Voilà, nous, notre rôle, c'est d'alerter tout de suite, de ne pas intervenir, mais tout de suite d'alerter et de dire attention, il s'est passé ça. Si on voit, alors on n'a pas d'infestation pour l'instant, voilà, mais par précaution, en fait, nous, notre réserve au 3e étage est complètement close, sachant que les cellules qui sont au 4e, elles sont ouvertes au-dessus et en dessous, ce sont juste des box. Et on a une institution qui a eu une infestation de mites l'année dernière. Sauf que les mites, à un moment, elles se baladent. Donc elles se baladent au 4e étage, elles vont voir aussi ce qui se passe, pourquoi pas au 3e. Le bâtiment n'est pas forcément complètement hermétique. Donc on a eu des punaises des champs dans les réserves. On en a eu une dizaine l'année dernière. Bon. On ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont là, elles sont sympas, elles sont gentilles, elles font rien, donc très bien, on les accueille. Mais les mites, bon, un peu moins. On n'a pas énormément de textiles, mais on reste quand même alerte. Donc on a quelqu'un qui vient nous faire la veille sanitaire, on a un prestataire qui passe tous les 3 mois, on a les mêmes systèmes de DEIV qu'on a vu tout à l'heure, des insectrons, voilà, qui relèvent les plaques. La dernière fois, elle a vu une petite vrillette. Pas contente. Voilà, bon. On surveille. Là, voilà, moi, je me suis mis une alerte dans mon agenda pour aller surveiller ce DEIV, pour aller voir si j'en ai pas d'autres. Et du coup, c'est rester un peu en alerte. Je ne vous le dis pas qu'on le fait quotidiennement parce qu'on n'a pas forcément le temps et on n'a pas les moyens humains de le faire non plus. Mais on essaye toutes les semaines d'aller voir, de voir si on a vu quelque chose qui ne va pas, de rester... en éveil sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Et Gaëlle, dans le cadre de vos réserves, je sais que vous organisez des chantiers de collection. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Alors, on va le mettre en place à Périgueux. Pour ce qui a déjà été fait à Épernay, c'est vrai que du coup, par rapport à mes collègues, la différence, c'est que, étant... directrice et conservatrice, même s'il y a plusieurs musées dans le musée, pour des musées territoriaux encyclopédiques, j'ai participé à toutes les décisions du chantier des collections, à toutes les validations de devis, d'achat de fournitures et de comparaison de devis, ce qui fait que tous les choix, en fait, j'ai pu les porter. Dans tous les cas, sur la mise en place du chantier des collections d'Épernay, c'était aussi un sujet de recherche de mémoire de Claire Lemel, qui travaille aujourd'hui au musée Guimet, dans le cadre de son master de muséologie à l'école du Louvre. Et on a dû, en fait, faire avec l'existant, c'est-à-dire qu'on a défini des contenants, des volumes de conditionnement avec le bâtiment dans lequel on était. Donc, par exemple, en termes de profondeur d'étagère, pour des matériaux sensibles, il se trouvait que les réserves les plus stables climatiquement étaient dans les entresols du château. Bon, ça n'a pas empêché que les chéneaux 4 mètres plus haut ont fini quand même par déborder et descendre de 2 niveaux pour atteindre les réserves les plus précieuses. Mais, alors ça par contre, que ce soit un bâtiment neuf ou un bâtiment de 200 ans, ça ne change rien, il y a toujours des fuites. Hein, donc. Du coup, en fait, on a défini les tailles de conditionnement en fonction des tailles des objets, des tailles des portes, de comment on pouvait porter les choses aussi. Donc, c'est un chantier qui a duré 5 ans. Donc, voilà. Mais dès le départ, en fait, on a défini les conditionnements qui, par la suite, ont défini le mobilier futur des réserves et les tailles d'étagères des futures réserves. Donc, cette définition qui avait déjà été faite par mon prédécesseur, puisqu'en ce qui concerne les collections archéologiques, elles étaient en bas calibre 40-60, donc c'est assez standardisé. Mais du coup, le choix qui a été fait était de laisser les collections aussi en caisse. C'est vrai que je suis un peu traumatisée de la génération du PPRI du musée du Louvre.
Du coup, mon prédécesseur avait déjà mis toutes les collections archéologiques en caisse, donc bas calibre 40-60, et il avait du mobilier qui peut être tabletté en hauteur d'étagère et adapté à chaque caisse. Donc, on a voulu commander le même mobilier. Je sais que c'est plutôt rare, mais du coup, ça nous a permis de gagner énormément de surface, parce que je vois dans les réserves des collègues, tous vos tablettages d'étagères sont standardisés. Le travail qu'on a dû faire, puisque les réserves d'Épernay, et à Périgueux ce sera pareil, avaient un volume prédéfini pour lesquels on n'a pas pu avoir plus de surface de réserve. Donc il a fallu s'adapter, faire tout rentrer dedans. Bon, bref, c'était aussi de la sélection scientifique. Mais du coup, en termes de manière de fonctionner, tout avait été prévu dès le départ. Et donc, on a des bacs qui sont tablettés de telle sorte que, voilà, si on a des silex, on a des bacs de 6 cm d'épaisseur. Si on a des céramiques proto-historiques, on peut avoir des bacs jusqu'à 46 cm d'épaisseur. Et quand on a déménagé dans le marché de déménagement, on a demandé à nos très chers déménageurs de tabletter avec nous à la bonne hauteur toutes les caisses, et on a anticipé le rangement de toutes les étagères, et on avait fait un plan de rangement des collections d'adressage, étagère par étagère pour le mi-lourd et pour les racks à palettes au centimètre près. Donc on avait défini les hauteurs de palettes, les hauteurs de traverse de racks à palettes pour placer très précisément chaque collection. Et ce travail-là a été fait pendant la phase de travail sur le mobilier avec l'équipe d'architectes Hugues Fontenat et Frédéric Ladonne, qui étaient en charge de la conservation préventive. Donc, en fait, on est parti vraiment des objets, de la manière dont on les range pour ranger toutes nos réserves. Et tout ça 5 ans avant, lorsqu'on avait défini la manière dont on rangeait les collections. Et on va arriver sur mon troisième et dernier grand thème sujet de cette table ronde. J'aurais souhaité parler avec les intervenantes de nouvelles réserves, de réserves mutualisées, de nouveaux bâtiments. Je m'adresse particulièrement à Paris Musée et à Rouen. À Paris Musée, Sophie, quels conseils est-ce que vous pourriez donner quand on arrive dans des réserves qu'on loue et donc dans des bâtiments réhabilités? Quels conseils vous pourriez donner à d'autres musées qui chercheraient à aller dans des réserves qu'ils loueraient? Alors ça va dépendre beaucoup je pense, de la typologie aussi de la collection. Pour parler de notre cas, en tout cas, voilà, la réserve de Saint-Denis, elle est très bien sur des normes climatiques, la sécurité, etc. Mais on est en très bas de plafond. Il y a des œuvres qu'on peut accueillir facilement parce qu'on conserve vraiment de tout. Hein. Ça part du petit objet archéologique jusqu'au train fantôme qui appartient de Structurwand, qui est un artiste contemporain et c'est un train fantôme cette œuvre, elle représente 2 semi-remorques. Donc, non, on ne peut pas la mettre à Saint-Denis, hein, c'est pas possible. Ça passe pas sous nos gaines textiles qui sont limitées à 2,48. Donc, voilà, ça va passer de la hauteur sous plafond, de comment vous voulez ranger votre réserve. Est-ce que vous la rangez par typologie d'objet, sachant que où est-ce que vous la rangez par institution, si c'est mutualisé. C'est ce que nous, on a essayé de faire. À un moment, ça coince, hein, je ne vous le cache pas. Hein, c'est un moment, on ne peut plus, on n'a plus de place. Voilà, et on n'est pas... il nous manque quelques petites choses, notamment, par exemple, une zone de quarantaine. Ça aurait été bien. Il faut l'envisager, je pense, parce que ça arrive vite. Hein, les infestations, ça peut arriver. On n'a pas de chambre d'anoxie ou d'espace pour faire les anoxies, par exemple, qu'elles soient même statiques. Hein, ça s'optimise en fait tous ces espaces-là, mais il faut aussi penser que il faut un moment pousser les murs, bouger les choses, ça s'optimise, ça va bouger, ça ne va pas forcément rester pendant une dizaine d'années comme ça. Donc pensez aussi à tout ça sur le bâtiment, la sécurité, faire des tests, aussi pratiquer. Si on fait ça, essayer de faire l'acheminement d'une œuvre, si elle passe par ici, est-ce qu'on va rencontrer des difficultés, etc., etc. Et vous, Caroline, du coup, vous êtes en charge du projet des nouvelles réserves de Rouen.
Quels conseils, à quoi devrait-on penser en termes de conservation préventive pour la création de nouvelles réserves dans un bâtiment lui aussi réhabilité d'ailleurs? Alors c'est vrai que avant même la conservation préventive, mais c'est lié malgré tout, c'est les besoins en surface, moi qui a été peut-être le plus dur à négocier. Je ne sais pas très bien d'où ça vient, si les personnes de la direction des bâtiments pensent qu'on exagère ou je ne sais pas. Enfin voilà. Alors qu'on se base sur. Donc le conseil serait peut-être d'exagérer justement, parce que de toute façon ça va être réduit. Voilà. Non mais c'est vrai. Voilà, tout le monde est d'accord. Donc vraiment, je l'ai pas fait. Voilà. Et bon, l'autre enjeu évidemment, c'est le climat. Donc là, au point de vue bâtimentaire, avant même de parler de plan de conservation à mettre en place, on n'en est pas encore là, puisque voilà. Donc ce sont des coûts énormes. Donc nous, on a tout le temps des réévaluations des coûts qui sont votées par les élus, qui sont énormes. Aussi les charges au sol. Donc ça, c'est vrai que c'est un combat assez important. Donc dès le départ, bien évaluer les besoins en surface, voire les exagérer, pardon, je suis enregistrée. Le poids surtout, c'est vrai que nous, on n'avait pas toujours prévu. Et bien communiquer sur évidemment les besoins climatiques et d'isolation. Sachant que voilà, un autre peut-être conseil, c'est que l'isolation prend de l'espace au sol. C'est-à-dire que dans voilà, les directions des bâtiments vous font la surface plancher en vous disant il y a assez, mais enfin ensuite il y a l'isolation, le CTA. Tout ça prend énormément d'espace et votre besoin n'est plus bien corrélé à ce qu'on vous donne. Et enfin, il y a la sûreté. Nous, c'était aussi un gros sujet parce que en bleu, c'est l'espace qui nous est alloué dans le bâtiment. À gauche, en rouge, vous avez les vélos type Vélib, mais pour Rouen, avec des batteries. Donc, il y avait des problèmes d'accès. Donc, il a fallu là également faire pas mal de réunions pour avoir nos accès dédiés. Et forcément, il y a une aire de livraison qui est commune. Voilà. Oui, parce que vous êtes dans le même bâtiment que du stockage de vélos, en fait. Oui, exactement. Donc on a en bas, vous avez une zone verte qui est mixte, qui est l'aire de livraison, quoi, en quelque sorte. Donc il va falloir mettre des protocoles en place. Nous, on a toutes les portes du coup qui ont dû être sécurisées par badge, par serrure 3 points, caméra. Donc on a forcé, on a eu beaucoup d'aide de la MISA. C'est vrai que peut-être plus en territorial qu'en national ou ville de Paris. L'aide de la DRAC et du ministère lors des réunions nous donne un soutien important auprès de nos collègues et des élus. Voilà. Ça, c'est aussi un autre conseil. Ils sont très présents, très précieux. Et pour conclure, Gaëlle, à Périgueux, est-ce que vous auriez aussi des conseils à donner pour de nouvelles réserves? Alors, la question de la mutualisation, d'abord, c'est vrai qu'à Épernay, les espaces étaient dimensionnés pour une potentielle extension archive médiathèque qui n'a pas eu lieu. Mais tous les espaces de travail, enfin le projet de Hugues Fontenat qui vous en parlera peut-être, était vraiment d'avoir une connexion possible avec une extension. Donc tous les espaces mutualisables étaient à l'entrée du bâtiment, donc même quai de déchargement, etc. etc. Et on a du coup dimensionné ces espaces dans la perspective de l'extension archive médiathèque. Donc ils étaient beaucoup plus grands que ce qu'on aurait eu si on n'était que le musée. Et tant mieux, puisqu'il a été décidé de faire une bulle, mais en fait ça passait pas, donc on a fait deux, d'anoxie totale dynamique pour traiter l'ensemble des collections organiques. Donc bien évidemment, on les a identifiées lors du chantier des collections en amont pour pouvoir les adresser au bon endroit quand elles sont arrivées dans la réserve. Et du coup, en fait, on a dû installer cette bulle dans la plus grande salle que Hugues Fontenat nous avait faite, à savoir le local de travail sur les collections. Bon, comme on déménageait, on n'avait pas besoin de travailler sur les collections en arrivant. Donc, l'anoxie a pu avoir lieu dans cette salle surdimensionnée. Pareil, la quarantaine est dimensionnée pour les archives et la médiathèque avec le musée. Bon, au final, c'est tout ce qu'on n'a pas pu traiter, qu'on ne sait pas d'où ça vient et qu'un jour viendra peut-être dans les collections du musée. Mais du coup, mine de rien, c'était pas mal cette idée de mutualisation parce que sinon, on n'aurait pas pu. Et bien évidemment, l'idée de M. Fontenat était aussi d'avoir des espaces de bureaux, puisqu'il avait bien saisi que les travaux du musée dureraient plus longtemps que prévu. Et donc, ça a permis et que les équipes ne seraient plus de 2, mais à la fin de 20. Donc, ça a permis de redéployer des vrais bureaux de travail, super sympa, et un plateau de travail qui n'était pas prévu dans le programme initial.
Oui, quel conseil est-ce que vous donneriez pour de nouvelles réserves en termes de conservation préventive? Alors moi, du coup, je me situe peut-être un peu plus du point de vue politique. Dans toutes les études de programmation, bien évidemment, on fait un accroissement sur 15-20 ans, et c'est la règle pour avoir des subventions. Dans la réalité, il y a des budgets, etc. Donc malheureusement, les réserves d'Épernay n'ont pas d'accroissement, je pense, tout court. Enfin, c'est assez dérisoire. L'idée, c'est, voilà, quand on a 100 000 objets, c'est déjà pas mal, je pense, de sauver ce qu'on a, vu l'état dans lequel c'était. Et j'ai un peu la même philosophie à Périgueux, puisque l'étude de programmation de 2012 envisageait un bâtiment de 3 000 à 3 500 mètres carrés avec un accroissement de 15 à 20 ans. Donc pour mon collègue des archives, qui sera bien dans ce bâtiment, et en termes de mutualisation, je trouve que c'est super intéressant, puisque c'est un bâtiment externalisé. Donc a priori, les équipes du musée sont dans les musées en train de monter des expositions, et pas que. Comme nous sommes sur des petites équipes de régisseurs, nous ne sommes pas à Paris Musée. Du coup, c'est super important pour moi que le collègue des archives, lui, soit totalement avec toutes ses archives et tout son accroissement réglementaire dans le nouveau bâtiment et qu'il gère techniquement ce bâtiment avec toutes les joies des alarmes et de tout, et protection incendie et compagnie, que vous connaissez bien, puisque nous, on a bien assez à faire sur nos musées. Pour moi, la mutualisation, elle fonctionne dans ce sens-là. C'est-à-dire si on met que finalement, comme on a, parce que du coup, on a besoin de 3 500 mètres carrés dans les études d'ABCD 2012, la ville a acheté un bâtiment, vu la pression foncière à Périgueux, de 2 500 mètres carrés, qui est un hangar absolument pas adapté, comme à Épernay. Donc, comment faire entrer 3 500 dans 2 500 ? On ne peut jouer que sur l'accroissement ou sur la sélection des collections qui peuvent y aller. Et là, du coup, le conservateur, le responsable scientifique des collections, l'équipe de conservation, s'il y en a 50, doit décider, doit faire des choix, bien évidemment réglementaires, validés par le conseiller musée et compagnie, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. Donc les 3 500 mètres carrés prévus, ça ne tiendra pas, mais c'est déjà pas mal si on arrive à avoir des réserves neuves de 2 500 mètres carrés. Donc on verra bien ce qu'on y mettra et on fera ce qu'on pourra. Si je peux juste ajouter, je pense que oui, en effet, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur place. Ça, c'est vraiment le problème de nos réserves externes. Je n'ai même pas de chaise sur laquelle je puisse m'asseoir. Si je m'assieds sur une chaise, elle va s'écrouler. Donc en général, on reste debout. Donc ça veut dire que voilà, on passe des moments qui sont pas très agréables. Alors évidemment, je pourrais travailler dessus et faire en sorte d'amener le matériel, mais comme vous tous ici, on a plein d'autres choses à penser. Donc on y pense toujours au moment où on arrive sur place. Et surtout, l'accès, c'est à 5 km. On n'a pas d'arrêt de tram devant, mais il est vraiment pas à côté. C'est à un quart d'heure, mais surtout, il y a une jolie pente. Donc, quand tout va bien, on peut le faire, mais en fait, en général, on essaie de trouver un véhicule et on n'a pas de véhicule pour aller chercher les œuvres. Donc, il faut essayer de trouver un véhicule à la métropole qui n'est pas accessible ou chez les collègues. Et ça, c'est vraiment un énorme problème. Ça nous bloque énormément. Et pour la conservation préventive, parce que du coup, on n'y va pas. On va faire un ménage une fois par an quand j'arrive à bien m'en sortir. Donc là, j'espère qu'en juillet, je vais avoir le temps de prendre les équipes et d'aller faire un gros ménage. Mais voilà, ça, c'est vraiment un souci pour les réserves. Si je peux juste compléter, du coup, pour répondre, j'ai l'impression que je réponds à côté des questions. Mais, du coup, juste pour vous dire, par rapport aux bâtiments existants, bien évidemment qu'on ne va pas mettre les collections dans le hangar qui a été acheté. Comme pour le Lidl qui a été acheté à Épernay, où donc il y a eu 1 million de travaux hors taxes, au total un projet de 3 millions. Sur les réserves de Périgueux, c'est le même principe. L'idée est de pouvoir faire avec l'existant. Donc bien évidemment, ce qui est le plus important, c'est la portance au sol pour les collections qu'on va y mettre, qui n'est pas adaptée. Donc il va falloir reprendre l'ensemble de la portance du bâtiment existant. Et en termes d'inertie, bien évidemment, le bâtiment n'est pas du tout isolé. Donc, on étudie l'hypothèse, et on laissera ça le soin aux architectes de choisir,
de déconstruire complètement le bâtiment existant pour le reconstruire selon les normes, puisque la portance n'est pas bonne. On est encore en train d'étudier la portance des charpentes, puisque sur les charpentes, en dehors de la hauteur sous plafond, comme Catherine de Reims vous l'a indiqué, il faut faire passer toutes sortes de réseaux et accrocher éventuellement de l'isolation, et dans le cadre des réglementations actuelles aussi, éventuellement des panneaux solaires et compagnie. Donc autant vous dire que le bâtiment, comme bâtiment industriel, n'est pas du tout adapté à ce qu'on attend d'une réserve aujourd'hui en termes de gestion du climat. Eh bien, mesdames, merci beaucoup pour cette intervention riche. J'espère que vous avez appris des choses et merci pour nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Nous avons quelques minutes pour quelques questions dans la salle, donc n'hésitez pas avant de faire une pause, voilà, jusqu'à la prochaine table. Donc n'hésitez pas, il y a des micros à votre disposition dans la salle. Des questions ? Bonjour, j'ai une question pour Sophie, Paris Musée. Vous avez parlé des visites des prestataires pour maintenance. Moi, je travaille au Mobilier National dans les réserves extérieures et j'ai exactement le même problème. On a tout le temps des visites des prestataires pour la maintenance de tout et n'importe quoi, en commençant des fontaines à eau nuisibles, je ne sais plus, extincteurs, etc. Et je voulais savoir si vous avez une bonne communication avec le service qui gère tout cela. Je ne sais pas si c'est le service de la logistique ou un autre service. Et si vous êtes prévenu en amont pour pouvoir justement les accompagner sans que ça ait un impact sur vos activités de la régie de la conservation préventive, parce que nous, des fois, il y a un prestataire qui arrive comme ça. Ah bah, vous pouvez me conduire dans l'autre bâtiment pour qu'on passe une demi-journée là-bas? Bah non. Vous m'entendez? Oui. Merci, parce que je me sens beaucoup moins seule. Effectivement, non, mais c'est vrai que la gestion technique du bâtiment, mais alors quand je dis gestion technique, ça va être demander l'autorisation d'installer une boîte à clés à Chenu, à l'entrée de notre réserve du Troinay. Ça va être donc les RIA, les extincteurs. Des fois, j'ai un technicien qui passe pour remettre à jour le défibrillateur. J'étais pas au courant. La fontaine à eau, donc c'est très bien, on a une fontaine à eau, mais voilà, il y a des gens, je suis occupée. En fait, je suis obligée de m'interrompre pour m'occuper de cette personne-là, que je ne peux pas aller vagabonder dans les réserves. Il faut les accompagner, en fait, ces prestataires. Donc, pour tout vous dire, on a un mainteneur technique qui passe toutes les semaines. Voilà, on se base sur une confiance mutuelle. Je le laisse aller faire la ronde des salles climatiques, aller voir dans les réserves s'il n'y a pas des soucis, etc. Mais je ne peux pas être derrière, effectivement, tous les prestataires. Et donc, pour moi, il y a effectivement un manque de communication avec ce qu'on appelle chez nous la DST, la Direction des services techniques, qui, eux, sont au bureau Paris Musée, donc ils ne sont pas sur place. Il y a des personnes, quand je les ai au téléphone, ils me disent « Oh, mais ça fait 8 ans que je ne suis pas venue aux réserves. » Oui, mais justement, venez aux réserves. Donc, j'essaye de les attirer, j'y arrive un petit peu. Là, il y a des personnes qui ont découvert le site de Villeron, qui est, je ne vais pas dire qu'il tombe en ruine, c'est un peu exagéré. Mais en fait, comme on est en changement de bail, parce que ça a été racheté, avant, on avait sur notre ancien bail, on avait un mainteneur qui était en fait au PC Sécurité. Et on va dire que cette personne nous rendait service. Il y avait un néon qui était cassé, il allait le réparer, etc. Là, c'est complètement en train de changer. Notre nouveau bailleur ne veut plus rien entendre parler de tout ça. C'est à nous de tout faire. Sauf que nous, on est à 40 minutes quand ça ne bouge pas, parce que la réserve, elle est à côté de Roissy. Donc, il faut pouvoir y aller, il faut pouvoir accueillir ces prestataires, etc. Et je vous le dis, il y a des fois où je ne peux pas les accueillir. Je leur donne l'autorisation d'aller dans la réserve. Je préviens PC Sécurité, mais je ne peux pas tout le temps les accompagner. Parce que sur 4 sites de réserve à 2 personnes, on est les deux passe-partout, qui avons les clés de ces réserves et qui sommes habilités à le faire. On ne peut pas se couper en deux, clairement. Donc, la direction des services techniques, c'est compliqué, on rame un petit peu, j'y arrive. J'ai essayé de mettre des choses en place déjà. Et déjà, c'est une victoire pour moi. La semaine dernière, ils sont venus sur le site de Villeron, ils ont découvert le site, ils m'ont dit « Ah là là, mais il y a trop de choses à faire ». Oui, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ce que j'essaye de vous dire. Du coup, on essaye de remettre un petit peu tout ça, mais
Mais c'est difficile, on ne peut pas leur jeter la pierre non plus, ils ne sont pas sur place. Clairement, ils ne connaissent pas notre métier. Enfin, ça fait aussi partie du jeu. Hein. C'est pas, voilà, ils ne savent pas ce qu'on fait au quotidien de tout ça. Mais oui, ça nous prend énormément de temps, mais c'est aussi à eux, il faut le faire ensemble en fait. Mais c'est encore une autre coordination. En plus des opérations de régie, c'est encore une autre coordination. Et nous, clairement, le bâtiment, ça nous prend, je vais dire, dans ma semaine, ça doit me prendre 30% de mon temps, quand même. Oui, c'est 30 à 40%, je dirais. Ouais. Merci. On peut prendre encore une question ? Pardon, est-ce que je peux compléter quelque chose? Parce que je me rends compte, encore une fois, que je n'ai pas répondu ce que j'étais censée dire à Mathilde. En fait, par rapport à la programmation, le conseil que je pouvais vous donner, c'est que, en fait, vous savez, alors vous pouvez faire venir tous les cabinets de conservation préventive que vous voulez, c'est vous qui savez quelles collections sont les plus consultées, quelles collections sont les plus précieuses scientifiquement, quelles collections finalement sont là, mais on ne sait même pas pourquoi. Du coup, quand vous placez vos objets dans les réserves, bien évidemment, il faut mettre les plus consultés en bas, les moins consultés là où on trouve de la place. Et du coup, c'est très bien de se faire aider parce que on est pris dans le quotidien, on peut rien faire de ce qu'on est censé faire. Mais il faut quand même pouvoir bien évidemment travailler main dans la main comme le font tous les cabinets de conservation préventive. Mais il faut quand même qu'à la fin, ce soit vous qui ayez maîtrisé tout ce qui est fait, que ce soit la définition du mobilier, la manière dont vous voulez ouvrir les tiroirs. Tout ça, quand les cabinets viennent vous dire en disant « dites-nous ce que vous voulez », c'est pas de la rigolade, c'est vraiment à vous de dire et c'est à vous de vous saisir du sujet. Et même si eux, ils mettent en page des jolis PowerPoint et des jolies choses pour présenter à des élus et faire valider des budgets, c'est vous qui faites la programmation, c'est vous qui êtes utilisateur du bâtiment. Et c'est vous, dans toutes les réunions techniques à laquelle la régisseuse du musée à l'époque, Candila de Gaillery, a assisté, toutes les réunions de chantier, vous ajustez s'il y a besoin d'ajuster certaines choses sur place parce qu'effectivement, il y a un conduit qui passe, c'est pas la bonne taille, blablabla. C'est vous qui savez. Donc, c'est très bien de faire appel à des spécialistes consultants en conservation préventive, mais ce sont vos réserves, c'est votre mobilier et c'est les collections que vous gérez. Merci beaucoup. Merci.